David Lefort, vous entendez beaucoup parler en ce moment des élections, vous entendez beaucoup parler d'Hillary Clinton, de Trump, mais finalement, comment ça se déroule concrètement? Parce que ça ne se déroule pas comme chez nous, cette élection présidentielle. Effectivement, il y a un côté très exotique si on regarde ça avec la vision européenne. La prochaine date, en fait, parce que là, avec la fin des conventions nationales, la prochaine date, c'est le 8 novembre, le jour de l'élection. C'est toujours le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Donc soit le 2, soit le 8, suivant. Et effectivement, s'intercalent dans cette élection les grands électeurs, parce qu'on ne vote pas directement aux États-Unis pour le candidat. Il y a de façon historique deux partis qui se distinguent, c'est toujours les républicains contre les démocrates. On a vu même au cours des primaires que même les petits candidats, ceux qui ne sont pas très argentés, quittent la scène à un moment donné parce que, faute de publicité, ils n'ont plus suffisamment de suffrages et donc se retrouvent en marge de ces élections. Donc c'est tous les 4 ans, bien évidemment, je vous le disais, élection à un tour, élection aussi par vote indirect. Alors comment ça se passe? Il y a 3 personnages dans ces élections. Vous avez compris, il y a l'électeur lambda, ça c'est effectivement l'américain, le grand électeur qui lui va relayer le vote de l'américain lambda et puis le candidat. Il y a 50 États, bien évidemment, et le suffrage, à l'exception de 2 États, se déroule de cette manière. C'est assez particulier parce que on parle de tickets. On donne un ticket. Alors un ticket, c'est par exemple Hillary Clinton et Tim Kaine ou Mike Pence et Trump. On vote à la fois pour un président et pour un vice-président. Donc sauf pour 2 États, on va parler de tout au vainqueur. C'est un système qui en fait va donner toutes les voix à une seule personne. Dans un État, vous avez des sièges qui sont réservés pour les grands électeurs. Et ça, c'est attribué en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, pour les plus petits États, c'est 3 représentants, 3 sièges de grands électeurs. Et pour les plus importants, en tout cas le plus important, 55 sièges de grands électeurs. C'est la Californie, ça. Voilà. Et on va à la conquête de cela. C'est-à-dire que le 8 novembre prochain, on ne vote pas pour un président. Finalement, les électeurs américains vont voter pour les grands électeurs qui eux-mêmes répercuteront leur vote parce qu'ils sont dans le sillage d'un candidat. Bien sûr, ils s'engagent à voter pour lui. Alors, ces grands électeurs sont élus au suffrage universel par les Américains. Et comment ça se passe, ce système de tout au vainqueur? Eh bien, si par exemple vous avez 60% des voix dans un État et qu'il y a 10 sièges dans cet État, vous ne remportez pas 6 sièges, mais tous les sièges. Ah, les 10 sièges. Dès que vous faites plus de 51%, c'est tout pour vous. Et c'est pour ça que Nixon, qu'on voyait à l'instant, a remporté en 72 élections avec 95% des voix des grands électeurs, mais seulement 60% des voix des Américains lambda. Al Gore, que vous voyez ici, 550 000 voix de plus au niveau national que George W. Bush, mais comme W. Bush avait tous les grands électeurs de Floride, c'est lui finalement qui a été élu. Donc ces grands électeurs, c'est un maillon extrêmement important qui s'intercale entre les Américains et leurs candidats. C'est eux qui relaient les votes. Et par ce système de tout au vainqueur, eh bien voilà, on régule un petit peu, on amenuise le rôle du président. C'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est une fédération de 50 États, les États-Unis, donc chacun aussi gère dans son État les choses qui sont plus spécifiques. Donc les grands électeurs, c'est le maillon qui s'intercale, c'est ce qui n'est pas du tout pratiqué ici en France. Merci David.